Ça y est, messieurs et dames, c'est un nouveau numéro de votre magazine Face au public. Vous le savez, le rendez-vous qui permet aux décideurs, acteurs sociopolitiques de s'exprimer, de dire, de transmettre un message sur leurs activités, de faire le point sur des situations données face à un public virtuel. Imaginez l'immensité de ce public qui vous suit, vous qui venez ici sur notre plateau pour parlez de ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous aurez à faire. Et pour ce numéro, nous recevons pour vous Annie Maudit, qui est directrice exécutive de l'ASBEL Afiamama, cette fervente défenseur des droits de la femme et de la jeune fille, était justement dans nos studios face au public. Je vous propose donc de suivre ce petit moment passé avec Annie Maudit. Merci beaucoup. Chaque année, le monde entier se rencontre à New York pendant 2 semaines. C'est la plus grande conférence après l'Assemblée générale des Nations Unies. Et cette fois, c'est sur les statuts de la femme. C'est un moment où le monde entier marque un arrêt pour réfléchir, évaluer et puis prendre des recommandations et des résolutions sur comment faire évoluer les droits de la femme et de la jeune femme. Et pour cette année, ça a été mis sous la bannière des 30 ans de la déclaration de Beijing, évaluer depuis 30 ans qu'est-ce qui a été réalisé et dans les prochaines années, qu'est-ce qui peut être encore fait. Et la RDC a participé, ou nous avons participé cette fois dans un contexte particulier, parce que la RDC venait tout juste de subir l'escalade des conflits avec la prise de Goma et Bukavu qui est passée sous contrôle des groupes rebelles soutenus par des pays voisins, avec des tueries qui se poursuivent dans la province de l'Ituri, par exemple, mais avec aussi d'autres instabilités dans d'autres coins du pays. Nous pouvons prendre ici l'exemple des Grands Bandundu ou alors l'exemple de la Chopo. Nous savons que les Langolais et les Mbolais se sont entretués aussi. Et donc, toute cette situation des conflits, des poches de conflits par-ci, par-là, mais du grand conflit de l'agression dans les Kivu, les Kivu, a fait que pour nous, la RDC, c'était un moment où on devait mener une sensibilisation afin que le monde sache, comprenne qu'au-delà de ce qui se raconte à travers les médias internationaux, il y a la réalité. Et cette réalité, c'est la femme congolaise, c'est les citoyens congolais, mais la femme congolaise en particulier qui est en train de vivre ça et de subir ça. Donc une histoire que nous racontons nous-mêmes, elle est comprise et autrement que lorsqu'elle est racontée à travers les médias. Et nous avons comme ça une très grande délégation. Nous avons mené beaucoup d'actions de plaidoyer, notamment auprès des membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons échangé avec Son Altesse, la Duchesse de Engelberg de la Grande-Bretagne. Nous avons échangé avec les ministres pour l'Afrique, le ministre de la Grande-Bretagne pour l'Afrique, les Commonwealth, Lord Collins, c'est ça son nom. Et nous avons échangé avec l'envoyé spécial de la Grande-Bretagne pour les femmes et les filles. C'est pour la première fois qu'il nomme une femme à ces postes-là et elle a quand même été attirée par les plaidoyers et la campagne qu'ont mené les femmes congolaises pour échanger avec nous. Nous avons échangé avec plusieurs agences des Nations Unies, notamment OCHA, qui a la coordination de la réponse humanitaire, parce que nous souhaitons que la réponse humanitaire au Nord Kivu, au Sud Kivu, à Ituri soit sensible au genre,
que ça ne se limite pas seulement à la sensibilité du genre, mais que les organisations nationales féminines, nous qui sommes au premier plan de la réponse humanitaire, parce que qu'on se le dise, au lendemain du 27 janvier 2025, les acteurs internationaux sont tous partis de Goma. Nous sommes restés parce que c'est chez nous, c'est notre terre. Mais nous sommes restés avec nos problèmes aussi. Il faudrait bien que lorsqu'il y a des fonds disponibles pour la réponse humanitaire, que les organisations nationales féminines puissent y accéder parce que c'est elles qui donnent la première réponse humanitaire. Et dans la suite de ça aussi, nous avons plaidé pour la mise à échelle des approches endogène de la réponse humanitaire parce que avec la maîtrise du contexte socio-culturel, avec aussi la résilience que les femmes congolaises ont développée face à l'insécurité qui persiste dans ces coins de la République, il est tout à fait logique de comprendre que leur approche, notre approche, je suis congolaise, nos approches à nous sont mieux adaptées, sont mieux adaptées au contexte de cette région. Et cela nous permet de sauver des vies, mais aussi de prévenir que les pires n'arrivent. Donc nous avons fait un peu ça. Il y a eu le plaidoyer, comme j'ai dit, des campagnes de sensibilisation, mais nous avons aussi bénéficié comme ça de la solidarité humanitaire d'autres femmes d'Afrique. C'est important que je les mentionne ici parce que nous avons eu les féministes du Ghana, par exemple. Nous avons eu les féministes du Nigeria. Même la mission nigériane a organisé toute une activité où les femmes venues de toute l'Afrique se sont rassemblées pour nous écouter. Nous avons mené notre plaidoyer pour que parmi les facilitateurs proposés pour la médiation des conflits de la RDC, qu'il y ait une femme africaine qui fasse partie de ces groupes de facilitateurs. Et moi, j'ai été heureuse que 2 jours après mon retour de New York, qu'on nous annonce qu'enfin l'Union africaine avait pris en compte cette demande des femmes et qui a finalement désigné l'ancienne présidente de l'Éthiopie et l'ancienne présidente de la République centrafricaine comme 2 femmes qui feront partie de ces processus de médiation. Donc, voilà un peu pour synthétiser. Il y a eu une marche également avec le ministère du Genre et notre mission de la RDC à New York nous a beaucoup soutenu dans les démarches que nous avons commencé à mener pour que le monde, lorsque les grands décideurs du monde s'asserront, qu'on ne voit pas que de conflits qui se passent dans d'autres coins du monde. Je ne dis pas que notre conflit est plus grave que les autres, mais c'est un conflit comme d'autres conflits. Les besoins humanitaires de la RDC sont des besoins humanitaires qui affectent les populations, les humains, les femmes et les enfants, comme les conflits qui affectent les mêmes catégorie des humains ailleurs. Donc, il était important que le conflit de la RDC, les besoins humanitaires de la RDC, les problèmes des frontières de la RDC ne tombent pas dans les oubliettes. Bien sûr, nous faisons des rapports annuels, d'abord pour nous-mêmes, ensuite aussi nous avons des accréditations de l'État parce qu'il faut toujours souligner que nous fonctionnons parce que nous avons cette autorisation de fonctionner, mais aussi nous faisons des rapports pour partager à nos partenaires techniques et financiers pour qu'ils sachent la situation de la femme ou les statuts de la femme et fille congolaise, les progrès, les défis, des bonnes pratiques, et aussi ce qu'il y a à améliorer. Nous rédigeons des rapports et c'est ça qui permet au fait d'évaluer comment nous sommes en train d'évoluer.
Moi, je dirais qu'au fait, la sécurité de la femme et fille fait partie de la sécurité humaine. Puisque j'ai dit, nous sommes des humains, et donc la sécurité humaine a comme ça 7 éléments qu'on doit considérer. Et l'intégrité physique fait partie de cette sécurité-là. Nous avons la sécurité alimentaire, par exemple. Si je peux parler ici en 2024, par exemple, nous avons eu un nombre très élevé de la situation de la malnutrition, parce que nous avions encore des camps de déplacés, parce qu'il est ici important de noter qu'après la prise de Goma, les camps de déplacés ont été démantelés et ceux qui contrôlent la ville de Goma aujourd'hui, ils ont juste renvoyé les gens. Rentrez chez vous. Chez eux, c'est où nous mettons beaucoup de points d'interrogation, parce que certains rentraient dans leur village, ils n'ont plus retrouvé leur maison, c'est soit occupé, soit saccagé, les produits des champs récoltés ou détruits par je ne sais qui. Et donc, l'année 2024 a été caractérisée par les problèmes des carences en aliments, les problèmes la pandémie ou l'épidémie plutôt des mpox, et ça pour des personnes qui ont déjà tout perdu leur maison, qui se sont séparés de certains membres de leur famille, qui ont perdu leurs moyens de subsistance. On n'en parle pas assez souvent. Un déplacé ou un réfugié, sa vie ne se limite pas qu'à la nourriture qu'on va distribuer. C'est des personnes qui avaient leurs champs, qui avaient leur bétail, qui avaient leur commerce, qui avaient leur maison, qui avaient une vie. Et que du jour au lendemain, ils perdent tout. On a aussi beaucoup de problèmes de santé mentale. D'ailleurs, ça aussi, il est important de souligner, parce que lorsque on pense à une réponse humanitaire, on voit tout de suite la nourriture, l'eau, tout ce qui est assainissement et puis les médicaments. C'est ce qu'on voit tout de suite. Mais pour la femme et la fille en particulier, il y a tout ce qui est lié à sa santé sexuelle et reproductive. Les femmes et les filles, ça règle. Donc, on en est menstrué. On ne va pas penser à l'eau à boire seulement. Pour la femme, c'est important qu'elle boive de l'eau, mais il est encore plus important qu'elle ait l'eau pour son hygiène personnelle et corporelle. Et puis, pour ces femmes et filles, on fuit la guerre, c'est vrai, mais les besoins naturels, quand les hommes aussi, les femmes aussi, non, c'est tout à fait naturel. Mais lorsque nous savons que les femmes et les filles sont à haut risque de subir des violences sexuelles, la disponibilité des intrants tels que les contraceptifs, c'est très important pour éviter des grossesses non désirées. Et puis, tout ça, ça a constitué quand même des défis déjà en 2024, avant que Goma, en fait, 2024, il y avait déjà les problèmes des réductions des financements de la réponse humanitaire, parce que même là, au terme de la coordination humanitaire, était en train de mobiliser, il fallait encore plus de ressources parce que les besoins augmentaient. Depuis 2023, la tendance, ça ce sont les données de UNFPA que j'ai consultées, la tendance de l'utilisation des viols comme armes de guerre avait repris avec force, et les taux des cas de violences sexuelles avaient commencé à augmenter, et depuis là, ça ne s'est pas stabilisé, pas du tout. Donc ces violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, aujourd'hui, ce n'est plus seulement sur les femmes et filles de la communauté de manière générale, mais même les femmes activistes de droits des femmes sont devenues la cible, comme pour les faire taire, parce qu'il ne faut pas faire connaître les exactions qui se passent dans la situation des conflits. Donc 2024 était à la fois une année de beaucoup de défis, de beaucoup d'escalade en termes des besoins non couverts. Et malheureusement, à l'entrée de 2025, ça s'est tout simplement escaladé et ça a explosé.
Premièrement, d'abord, comme j'ai parlé de la sécurité humaine dont la femme et la fille doivent bénéficier, nous devons savoir que c'est parce qu'il y a la protection qui n'a pas eu lieu. Donc ici, on n'a pas que le problème humanitaire. Le vrai problème, c'est le problème de la protection, les problèmes de la sécurité. C'est ça le vrai problème. Donc la plus grande politique pour moi, c'est la recherche d'une paix durable. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, on ne peut pas aller au champ. Sans la paix, il n'y a pas de commerce. D'ailleurs, on est en 2025. Les banques sont toujours fermées. À Goma, par exemple, au Bukavu, pour accéder à l'argent, la liquidité, il faut traverser la frontière. Mais lorsque vous traversez la frontière, les gains, ça va dans quelle économie? Donc, c'est un problème qui dépasse le niveau de la violence que la femme seule peut subir. Donc, la solution la mieux et la plus durable, c'est la paix, c'est la recherche de la paix. Ajouter à ça, j'ai envie de vous dire que sur le plan théorique, toutes les bonnes politiques sont déjà prises. Nous avons une politique nationale de genre, nous avons une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur les genres révisée. Nous avons un code pénal qui a défini ce qui est violence, y compris les violences sexuelles, les harcèlements et tout, avec des sanctions qui vont avec. La RDC a ratifié la CEDF. Notre constitution consentit le principe de la parité, de l'égalité. La RDC a ratifié la Convention de Genève. Et aussi même les États voisins qui soutiennent les groupes armés ont ratifié la Convention de Genève. Même ceux qui s'insurgent contre les régimes et qui ont choisi la voie qu'ils ont choisi de prendre les armes, ils savent qu'il y a la Convention de Genève qui exige la protection des civils dans les contextes de conflits. Donc, nous sommes dans un contexte où je peux demander aujourd'hui à faire une recommandation que les pouvoirs publics protègent et sécurisent la population. Et qu'en est-il de la population qui se trouve dans la zone qui n'est pas sous le contrôle du gouvernement congolais? Donc pour moi, je commence par appeler la communauté internationale, les conseils de sécurité des Nations Unies, les conseils de sécurité de l'Union africaine, la CIRGL en tant que région, d'appeler toutes les parties au conflit, de respecter strictement la Convention de Genève. Parce que la protection des civils dans les zones de conflit est garantie par cette convention que tous savent. Donc c'est important. Deuxièmement, c'est rappeler à toutes les parties prenantes leurs engagements. Ils ont été d'abord à Addis Abeba, il y a un accord cadre qui a été signé. On semble oublier ça et passer à de nouvelles résolutions. Qu'à cela ne tienne, rappeler les résolutions qu'ils ont prises à Dar es Salaam lors du sommet conjoint SADC et la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Rappeler aussi la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Toutes ces résolutions reviennent sur le cessez-le-feu, sur la protection des civils, sur les retraits des groupes armés étrangers qui agressent la RDC. Il n'y a que ça, au fait, qui va créer un environnement propice, un environnement de paix, et là où il n'y aura pas de violence. Et s'il y en a, les personnes vont être tenues responsables de leurs actes. Et peut-être ajouter à ça, c'est aussi la question de la justice qui doit être aussi faite. Dans ces contextes de conflit, il est difficile de documenter les cas de violence. C'est ça notre crainte. Plus ça traîne, plus on va trouver les femmes et les filles avec des grossesses qu'elles n'ont pas choisies parce qu'elles ont été violées. Et puis, on peut trouver des personnes qui auront contracté des maladies sexuellement transmissibles, des virus. Comment on va faire? Plus les jours passent, plus les vies sont en danger et moins les gens cultivent au fait et plus on est aussi à risque de la malnutrition parmi une population qui vit pourtant sur une terre qui est tellement riche en agriculture. Donc voilà, pour moi, là, comme j'ai dit, je vais répéter pour synthétiser, la recherche de la paix durable avec la participation des femmes. Parce que nous avons aussi la résolution 1325 que la RDC a signée, a adoptée. C'est une résolution des Nations Unies qui exige que les femmes soient
partie prenante de tous les processus de paix. D'ailleurs, en passant ici, si je peux appeler le pouvoir public, rappeler à une chose, c'est que la RDC a adopté cette résolution 1325. La RDC a mis en place des secrétariats permanents de la résolution 1325. Donc, il n'y a pas lieu qu'il y ait des consultations sans qu'on ne voit les femmes aussi être invitées. Le respect des textes, c'est quelque chose de très important parce que lorsqu'on respecte les textes qu'on a mis en place justement comme des moyens de prévention des conflits, on peut à ce moment-là, trouver aussi des résolutions qui soient fortes, durables et adaptées à nos besoins. Voilà, vous avez donc eu le privilège d'écouter Annie Maudit. Je rappelle qu'elle est directrice exécutive de l'ASBEL Afia Mama. Avec elle, le public virtuel que vous êtes. Vous avez eu le privilège d'écouter le combat, la lutte qu'elle mène, les activités qu'elle mène également dans le contexte de la défense et la promotion des droits de la jeune fille et de la femme. Ce n'est donc fini pour ce nouveau numéro de Face au public. On se retrouve au prochain, évidemment, avec un nouvel acteur sociopolitique.